Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de toute l'actualité sportive, PO, Thierry, toujours les mêmes personnes. Cette semaine, on va faire un petit preview du Super Bowl, ça s'en vient cette fin de semaine, on a très hâte de vous en parler. Également beaucoup de nouvelles au niveau du hockey. Plus tard, on va inviter à nouveau Jérémy Corriveau pour nous parler de l'Australian Open qui s'est terminé la fin de semaine dernière au niveau du tennis. Également quelques nouvelles au niveau du sport automobile et de la NBA. Et dans une autre vidéo, on va faire un petit preview des Jeux olympiques qui commencent cette semaine aussi. Donc, tout d'abord, on va commencer avec le football cette fin de semaine. Si on oublie le Pro Bowl, on n'en parlera pas, s'il te plaît. On va aller du côté, tout simplement, du Super Bowl, parce que ça se déroule dimanche du côté de Santa Clara, en Californie. En gros, du côté du stade des 49ers de San Francisco, le Levi Stadium. Donc, tu sais, si les 49ers n'avaient pas eu trop de blessures, auraient pu jouer à domicile pour le Super Bowl, mais malheureusement, les Seahawks en ont décidé autrement. Donc, on rappelle, c'est un affrontement qui va. En tout cas, les deux équipes qui vont jouer contre, qui va opposer les Seahawks de Seattle aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Un petit rematch du Super Bowl de 2014 qui avait été remporté par les Patriots à ce moment-là. On se rappelle la mauvaise décision des Seahawks de courir alors qu'on était sur la ligne de 1. Non, de pas courir. Non, de ne pas courir sur la ligne de 1, ce qui avait mené à une interception. Puis les Patriots l'avaient remporté plus Puis tard. justement, Donc, Sam Darnold s'est fait poser la question cette semaine. Tu fais quoi si il reste un seul jeu, vous êtes à la ligne de 1 puis tout ça, puis il a dit "Oh, ça dépend, je vais voir, peut-être que je vais passer." Mais en même temps, donc ils ont pas le même running back qu'il y avait dans le temps. Aussi, ça joue. ouais, effectivement. Effectivement. L'équipe est quand même assez différente depuis. Puis c'est pareil pour les Patriots. C'est une équipe qui est très différente avec une autre philosophie. Donc, rapidement, on rappelle, c'est quand même deux équipes qui ont fini 14 victoires, 3 défaites, qui ont été dans les meilleures fiches de la NFL au complet, avec les Broncos de Denver qui ont été sortis lors des finales de l'Américaine contre les Patriots. On se rappelle du match qui est absolument pas offensif. Donc là, on sait, les Seahawks, au début des séries, on était genre, est-ce que Sam Darnold peut confirmer? On savait même que les Seahawks, en début de saison, on était comme, non, Sam Darnold, on l'a vu l'année passée en série, c'était dégueu. Les Seahawks vont pas se rendre loin. Guess qu'on était wrong là-dessus. Puis, en tout cas, après, on disait, est-ce qu'il va pouvoir confirmer en playoff? Puis pour l'instant, il n'y a pas eu zéro problème à confirmer. Il a été excellent. Puis pour ce qui est des Patriots, c'est une équipe qu'on sait beaucoup, on a beaucoup critiqué pendant la saison. Ouais, on l'a dit plein de fois. Ouais, c'est le schedule, c'est les schedule merchants. Ben, juste pour Euh, dire, ils ont battu deux seules équipes qui sont rendues en série, les Bills et ouais, les Panthers. Puis les ouais, Panthers, c'est une fiche négative. ouais, effectivement. Mais en tout cas, pareil, en série, puis en série, ils disaient ouais, mais tu sais, ils ont affronté CJ Stroud qui a fait une game pire que les pires crimes contre l'humanité. Justin Herbert qui n'a pas d'O-line. C'était le backup QB des Broncos. C'est une victoire facile. Mais quand même, ça reste que, tu sais, ça a été des bonnes défensives qu'ils ont affrontées. Puis non, oui, ils n'ont pas marqué beaucoup de points. Ils ont d'ailleurs le record, je pense, de l'équipe qui a marqué le moins de points en se rendant au Super Bowl. Et pareil, ils ont battu la défensive des Chargers, qui était, si je me souviens bien, cinquième cette saison. La défensive des Texans, qui était la meilleure défensive de la ligue au complet. Puis c'était les Broncos qui étaient troisième. Puis là, elles, les Seahawks, elle est sixième dans la ligue cette année. Donc, tu sais, ça reste des excellentes défensives. Puis à chaque fois, ils ont réussi à les battre avec des beaux jeux au bon moment, que ce soit du côté des receveurs, des porteurs de ballon, de Drake May aussi, qui a très bien joué au moment que ça comptait, même si ça a été un petit peu compliqué en début de série. Mais en tant que tel, les Patriots, je trouve pas qu'ils ont si volé leur place que ça. Euh, Par contre, je pense qu'on peut dire que si Bo Nix avait joué, les Broncos l'auraient remporté. Puis moi, je pense que les Bills l'auraient emporté aussi s'ils avaient battu les Broncos. S'ils étaient prêts pour affronter les Pats. Mais pareil, je trouve qu'ils n'ont pas tant volé leur place ici. Ils méritent quand même d'être là. Maintenant, il va falloir voir qui va l'emporter pour ce fameux match du Super Bowl. On rappelle qu'il est un rematch. Même si les Patriots ont un beau parcours, qui jouent très très bien, qui ont une bonne défensive, je pense que les gens en majorité ils vont avec les Seahawks pour l'emporter. Ben moi, j'irais du côté des Seahawks aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des Pats? Ils ont affronté les adversaires qu'ils ont eu puis qui ont gagné leur match. Ils peuvent Mm. pas battre personne d'autre de ce côté-là, mais vraiment, la différence entre, oui, ils ont affronté des bonnes attaques, mais comme tu l'as dit, des bonnes défenses, je veux dire, mais comme tu l'as dit, l'attaque
étaient pas là. C'était des bonnes défenses qui faisaient rien en attaque. Et là, les Seahawks, c'est une très bonne défense, mais qui sont capables de faire des trucs en attaque, comme ils l'ont montré le match contre les 49ers. Donc, je pense que ça va être compliqué. Par exemple, ça sera pas un match qui va finir 10-7. Si Non. les Seahawks sont capables de faire juste 10 points du côté des Pats, ils vont facilement le remporter. Je pense vraiment que les Seahawks partent favoris. Il y a plusieurs personnes qui disaient même que le match Seahawks-Rams, c'était lui le Super Bowl, puis que l'équipe qui gagnait ce match-là allait officiellement, facilement gagner le Super Bowl. Puis, pour vrai, je suis pas contre. En même temps, est-ce qu'on pourrait avoir un autre genre de miracle du côté des Pats? On sait jamais. Mais moi, j'y vais grandement avec les Seahawks, là. Ouais, je pense que beaucoup de gens ont dit, puis encore là, un peu ce qui était notre but avec notre post Instagram, c'est qu'au niveau des prédictions, on sonde beaucoup de gens de nos alentours, nos amis, puis tout ça, des collègues pour qu'ils sortent leurs prédictions. Puis je pense que les Seahawks vont sortir souvent. Même d'ailleurs, si je regarde la fiche Wikipédia du Super Bowl, au niveau des cotes, les Seahawks sont favoris aussi. Donc, en tant que tel, je pense que nous deux, on peut s'entendre que ça devrait, sur papier, les Seahawks devraient l'emporter. Après, moi, je peux pas encore m'avancer sur si ça va être une victoire facile ou non, parce que ça pourrait très bien être un match très difficile, selon les prédictions de EA Madden. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, on se rappelle les fameuses prédictions NHL à chaque année qui dit oui, Toronto gagne la coupe. Là. Fait que c'est souvent ça chaque année. Fait que selon ça en plus, c'était très drôle, parce qu'en gros, selon la simulation, les Patriots sont en avance 23-20. Il reste genre un jeu à faire. Ils sont sur la ligne de 3, genre, les Seahawks. Puis là, ils ont comme un plan où t'es dans la tête de Sam Darnold, que j'avance, je fais quoi. Fait que là, tu vois, il passe. Là, les Seahawks gagnent avec un touché. C'est les EA prévoit une victoire de 26-23 des Seahawks. Donc, on prévoit quand même un match serré. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir ça. Aussi, en tant que tel, pour ce qui est un peu des festivités, parce qu'on se rappelle, les festivités autour du Super Bowl, c'est toujours quelque chose qui est gros. Les pubs, il y a d'autres événements. D'ailleurs, ça, on va parler un peu plus loin parce qu'on va mentionner rapidement la F1, mais Cadillac va dévoiler sa livrée lors de la soirée du Super Bowl pour la saison 2026. Donc ça va être à surveiller. Bien sûr, il y a les publicités, il y a les bandes annonces de films aussi qui vont sortir. Puis il y a les spectacles. Donc en gros, pour l'hymne national, c'est Charlie Puth qui va la chanter. Moi, Charlie, je vais donner. Là, on sort de sujet. Là, on parle de Charlie Puth. On dirait que ce gars-là, il a disparu. Ça se peut-tu? Là, excusez, ça sort vraiment de sujet, mais il y a eu Ben, ses gros hits. je suis pas le plus Mais. grand connaisseur de musique, mais c'est vrai Ouais. que ça fait un petit bout que je l'ai pas entendu. Il y a quelques années, on l'entendait souvent, il y avait eu plusieurs hits, Ouais. mais c'est vrai que ça fait un petit bout. Mais je trouve que son type de voix fit avec un hymne Ouais. national. Souvent, il y a du monde qu'on essaye qui était genre pas sûr que c'était ton style, mais là, lui, je pense que ça peut Ouais. bien fonctionner, donc je pense que c'est un bon choix, là. Effectivement. Mais en tout cas, moi, pour vrai, là, je vais sortir une référence à Taylor Swift, mais quand dans sa chanson, The Torture Poets Department, a dit We declare Charlie Puth should be a bigger artist, c'était comme, c'est vrai, on n'entend pas parler de ce gars-là. Mais en tout cas, content de voir qu'il va être présent pour chanter l'hymne national. Du côté de show de la mi-temps, aussi depuis plusieurs mois, c'est Bad Bunny qui va être présent. Bad Bunny qui en sort d'ailleurs d'une excellente soirée au Grammy, où il a gagné notamment le Grammy du meilleur album de l'année en tant que tel. Donc, très, très hâte de voir son spectacle aussi. Puis également, le spectacle d'avant-match est joué par Green Day aussi, donc un groupe plus rock punk. Et ça, j'adore vraiment le choix de la NFL de prendre deux artistes anti-Trump. C'est vraiment très, très drôle, surtout Green Day, là, c'est chez les Crazy. Puis Bad Bunny, on le sait, selon certains joueurs ou selon plein d'Américains, il n'est pas américain. Puerto Rico, c'est aux States. Je pense qu'il y a des. En tout cas, ça, faut pas leur demander. Faut pas demander aux MAGA d'être brillants en géographie, parce que ça va être compliqué. Mais voilà, ça c'était l'opinion géopolitique puis l'opinion musique. Mais en tout cas, très très hâte de voir ce match-là. Bien sûr, au niveau du Québec, ça va être diffusé à RDS. Donc bien sûr, on va toujours avoir une bonne mission de ce côté-là. On va l'écouter sur RDS. PO quand même. Oui. Ben oui. Ben oui! Avec Alors, moi Mathieu j'ai hâte Trou et d'entendre toute les. l'équipe, ouais, ben oui, ben oui. Ouais, ouais, avec Pierre Vercheval aussi, puis David Arsenault. Vercheval qui va sortir ses fameuses takes de la prise de l'ours, ça j'adore. J'adore ces expressions. Puis sinon, on va manger des ailes de poulet, bien sûr, parce Ben que c'est oui, super bon. classique. Le classique, le classique. Donc, vraiment très très hâte pour ce match-là. C'est toujours un grand spectacle chaque année qui attire plusieurs millions de téléspectateurs, même si les gens sont pas intéressés par le football pareil. Moi, pendant longtemps, le football, j'écoutais juste le Super Bowl, ou à la limite les playoffs. Donc là, pour être très très hâte, puis actually, moi je pense, autant que je suis fan des Chiefs, autant je trouve que ça fait un peu de renouveau pour les voir, sincèrement. Ouais. Puis pas les usual suspects, genre les Chiefs, les Eagles, Ben c'est quand les même les Pats, là, 49ers. qui reviennent, là. Ouais, mais ça fait relativement longtemps, là. Bah, mais en tout cas, pas Ouais. tant. La dernière fois, en gros, qu'ils ont été au Super Bowl, les Pats, c'était en 2019.
Un match qui avait été très défensif. Il avait emporté 13-3 contre les Rams de Los Angeles de Jared Goff à l'époque, qui était à LA. Tom Brady, c'était son dernier Super Bowl avec les Pats, parce qu'on rappelle plus tard, il en a gagné un avec les Buccaneers. Donc, Mais très là, hâte pour ce match. j'arrête pas de voir des memes qui disent I won, but at what cost? Parce Ouais. que t'as finalement plus les Chiefs, plus les Eagles, mais c'est les Pats qui reviennent. Donc c'est quand même assez drôle. Ouais, c'est ça, c'est comme le meme, c'est le film. Je ne sais plus c'est quel film, c'est genre. Ah non, mais justement, c'est Avengers qui dit, ouais. Ouais, Ouais, en tout cas, vous comprenez le meme, ouais là, c'est genre, ouais, Thanos, là. t'as souhaité au downfall, tu sais que ça t'a ramené à moi, tu sais, c'est comme les Pats. Donc, en tout cas, très hâte de voir ça. C'est dimanche, bien sûr, dimanche soir, qui va être à surveiller. Sinon, au niveau de la NFL, on a eu quelques d'autres nouvelles, notamment un nouvel entraîneur-chef du côté des Cardinals de l'Arizona. C'est Matt Lafleur qui était avant. Là, j'espère que je ne me trompe pas de nom, mais je sais que c'est un Lafleur. En tout cas, le nom du coach, je vais juste regarder brièvement. Mike Lafleur. C'est Mike Lafleur, pas Matt, qui était avant coordonnateur offensif avec les Rams de Los Angeles. Donc, hâte de voir ça. Peut-être j'aurais préféré un coach qui plus côté de la défensive, parce que la défensive des Cards cette année, c'était rough. Comment dire que J'en fais encore des cauchemars. c'était pas votre force, disons. J'en fais encore des cauchemars. Donc, en tout cas, mais quand même hâte de voir ça. En tout cas, il a l'air motivé, puis c'est ça qui est important, parce que je pense pas que tous les gens seraient motivés à aller coacher avec les Cardinals de l'Arizona. Puis sinon, ce soir, c'était le Pro Bowl. Puis j'appelle que le Pro Bowl, au début, tu avais des gars comme Sam Darnold, Drake May, Josh Allen. Puis tu te ramasses avec, OK, Dak Prescott qui est encore là, puis Jared Goff, OK, c'est du bon choix. Mais tu as littéralement Shedder Sanders puis Joe Flacco. Puis en plus, ils font ça un mardi soir. Ouais, Puis en non, c'est plus, bizarre. les habiletés, les concours d'habileté, c'était de la fin de semaine. Ouais. Mais c'est vraiment étrange. Et pour vous dire aussi, Justin Fields, le carrière des Jets, a refusé d'y aller. Donc, c'est pour dire le niveau. Mais il a dit qu'il se préparait pour la saison. Il se préparait pour la remontada des Jets qui vont finir 17-0 l'année prochaine. Non? Non. T'es pas sûr? Non, 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 ok. non, C'est non, bon. non. On sait jamais. Non? Oui, on sait, on sait, on sait. Ok, c'est bon. Désolé. On sait très bien. Donc, je rappelle une dernière fois le Super Bowl qui est cette fin de semaine, dimanche soir. Maintenant, on peut passer au hockey. Les Canadiens de Montréal qui ont une semaine relativement sympathique ont perdu leur dernier match en date, toutefois contre le Wild du Minnesota. Mais PO, si tu peux nous parler de leur semaine en général. Oui, ça a été une très bonne semaine du côté des Canadiens. On pensait pas que ça allait l'être, surtout qu'ils ont affronté des très bonnes équipes. Ça a commencé avec un match contre les Golden Knights de Vegas qui ont remporté en prolongation avec un but de Jake Evans pour remporter ce match-là. Donc déjà là, très bon match. Ça a été Dobèche qui gardait les buts. Et comme on le sait, les Canadiens, c'est tout le temps up and down cette année avec les gardiens. Donc là, on a décidé de retourner avec Jakub Dobèche pour le match d'après contre les Nordiques de Colorado. Oui. C'était le match au Centre Bell entre les Canadiens et les Nordiques qui a vraiment été un grand succès, surtout à cause que les Canadiens ont remporté le match 7-3, donc ils se sont vengés du dernier match canadien-nordique qui était celui-là à Colorado où ils avaient perdu 7-2. En plus, là, Colorado, c'est pas le meilleur passage qu'ils ont récemment, c'est plus le train qu'il y avait au début d'année. Les Canadiens ont très bien joué, Jakub Dobèche a encore connu une très bonne performance. Donc là, ça faisait 2 victoires contre des très bonnes équipes de l'Ouest. Et là, il y a eu un match qui était très important, c'était contre les Sabres de Buffalo. Surtout qu'on avait perdu les deux d'avant il y a quelques temps, ça fait pas si longtemps contre eux. Puis en plus, on est très très proche au classement. Red Wings, Canadiens, Buffalo puis Boston très très proche. Donc c'est des points très importants. Les Canadiens ont réussi à l'emporter 4-2. Mais pour vrai, de ce match-là, c'est selon moi le meilleur de Jakub Dobèche cette semaine. Très bien gardé les buts. Donc on dirait qu'on a un numéro 1. Mais là, j'ai des questions. Parce qu'on le sait, Dobèche, quand il joue trop de matchs, ça commence à être plus difficile. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, le dernier match, ça a été contre le Wild du Minnesota qu'on a perdu en tir de... en prolongation 4-3 sur un but de Kaprizov. Et là, Dobèche, il a fait des gros arrêts, mais il y a 2 buts que je me dirais ça pourrait être revu, surtout le deuxième, ça a vraiment passé au travers de lui, mais c'est ça que je vous disais, quand il joue trop de matchs, des fois, ça peut le nuire. J'ai hâte de voir si ça va être lui qui va jouer contre les Jets mercredi. Sinon, ça peut que ce soit Montembeault, vu que c'est le dernier match avant la pause. Est-ce que tu vas en donner un à Montembeault, voir? Mais en même temps, s'il se fait poudrer 5 buts, puis il n'a pas gaulé depuis un bout, ça se peut que ça tourne dans sa tête. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va arriver. Sinon, les Canadiens vont très très bien. Et aussi, il y a eu un petit peu une controverse en prolongation. Il y a eu un Suzuki qui patinait de reculons, puis un gars qui a accidentellement accroché Suzuki pour qu'il tombe, mais on voyait que c'était fait exprès. C'était comme. Il a fait exprès de
pas de temps se tasser puis de mettre tout son poids pour que Suzuki tombe. Puis ça n'a pas été appelé et quelques secondes plus tard, le Wild a scoré. Et là, le monde se sont dit, Lane Hudson qui touche même pas l'autre gars se fait appeler une pénalité. Puis là, Suzuki tombe de la même façon, mais le gars le touche vraiment, il n'y a pas de pénalité. Puis là, ça a amené un petit débat là-dessus, tout ça. Et là, comme on le sait, n'importe quel partisan d'une équipe de hockey ou de basket ou n'importe quoi crée au complot, les arbitres sont contre nous, mais c'est juste plate de voir des appels comme ça. Puis c'est pas en tant que tel l'appel, c'est la constance des arbitres cette année. Je trouve vraiment, dans plusieurs matchs que j'ai regardé, même avec d'autres équipes, c'est pas constant. Des fois, tu te dis, ok, c'était le bon appel qu'ils ont fait, mais après, ils vont faire complètement l'inverse le match d'après. Donc ça, c'est un peu frustrant. Mais sinon, c'est ça pour la semaine des Canadiens. Très bonne semaine. 3 victoires et une défaite en prolongation. Donc maintenant, on peut passer aux autres actualités du côté de la LNH. D'abord, quelques échanges. Carson Soucy qui a été échangé des Rangers aux Islanders pour un choix de troisième tour. Et vous allez voir que en 2026, vous allez voir que les Islanders, c'était pas leur seul trade. Ils ont également fait l'acquisition d'Andrej Palat des Devils du New Jersey, ainsi qu'un choix de troisième tour en 2026 et un choix de sixième tour en 2027. En retour d'un gars qui était une des meilleures recrues l'année passée, mais qui a une saison totalement affreuse cette année, Maxime Tiplakov, qui prend donc le chemin des Devils. Vraiment, j'ai l'impression que les Islanders essaient d'y aller all-in. En tout cas, pas d'y aller all-in, mais tu sais, ils essaient vraiment de se renforcer parce qu'ils sont actually dans la course aux séries. L'arrivée de Matthew Schaefer, également, joue gros là-dedans. C'est un excellent joueur. Mathieu Dash essaie de faire des gros moves aussi pour aider son équipe. Donc, très intéressant à voir ce que ça va se faire du côté des Islanders. J'ai vu une entrevue de Patrick Roy qui dit qu'il est très content parce qu'ils ont ajouté 2 vétérans qui peuvent avoir un impact tout en ajoutant des choix. Parce que au total, oui, ils ont rajouté un choix de sixième parce qu'ils ont reçu un 3 puis ils ont donné un 3. Et ils ont ajouté deux joueurs qui peuvent avoir un impact. Donc lui, il était très content parce qu'ils gardaient leur choix. Puis si jamais ils ont besoin de faire une grosse transaction, ils ont encore leur choix. Et juste pour vous dire, Palat, à son premier match, il a fait un but, une passe. Et ça, c'était les statistiques complètes de Tiplakov cette année avec les Islanders. Donc juste pour vous dire à quel point c'est déjà une victoire pour eux. Mais là, depuis qu'ils ont fait les échanges, ça va coup-ci coup-ça avec les Islanders. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. C'était une équipe qui surprenait, surtout à cause de Sorokin qui joue vraiment très bien. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Mais ils sont quand même en bonne position dans leur division pour finir top 3 avec les Hurricanes et les Penguins. Là, il y a Columbus qui commence de plus en plus à gagner. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais je pense que c'est une bonne idée de faire des moves comme ça. Comme on a dit, que ça n'a pas payé en tant que tel, ça n'a pas coûté aucun choix. Puis ça a coûté un jeune qui fonctionnait pas très bien. Donc je trouve que c'est un bon travail du côté de Mathieu Darche. Sinon, au niveau des signatures, Sam Malinski qui a prolongé 4 ans, 4,75 millions avec l'Avalanche du Colorado. Puis aussi Ben Sherratt, 3 ans, 3,85 millions avec les Red Wings. Ben Sherratt, il a quel âge? Il est dans la trentaine, je sais pas exactement. Cas, si j'avais un guess, ça dirait 33 si j'avais un guess à prendre. Okay. Ben Sherratt a exactement 34 ans. Il a 34 ans. 34 ans, ok, c'est seulement 37 ans qui bat. Ouais, ok. C'est peut-être son dernier contrat. Il y a de fortes chances. Ouais, il va pas apporter. Mais les Red Wings vont bien, ils apportent de l'expérience. C'est pas une mauvaise signature non plus, pareil pour Sam Malinski du côté de Colorado. Également, au niveau des blessures, on a Thatcher Demko qui est blessé pour le reste de la saison, donc comme si ça allait pas assez mal à Vancouver. Puis le truc, c'est que Demko, tu sais, en plus, les Canucks, c'est un rebuild, ils peuvent pas le trade parce que personne ne va vouloir. Non, c'est pas la première fois qu'il est blessé. À chaque année ou presque, il est tout le temps blessé. Oui. C'est un des gardiens les plus élites de la Ligue nationale. C'est vraiment un gardien de premier plan, mais tout le temps blessé. Donc, quand tu peux pas l'avoir, c'est dur à l'échanger. En plus, il y a quand même un contrat, je pense, c'est 8 millions par année. Donc, c'est dur de voir qu'est-ce qui va arriver avec eux. Puis, comme tu l'as dit, ça va vraiment pas bien pour les Canucks. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire comme autre mouvement, parce qu'on sait, ils ont déjà échangé Kiefer Sherwood et Quinn Hughes, donc on va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis j'ai l'impression que s'ils ont le premier choix, c'est un petit Gavin McKenna qui vont prendre, un gars qui a fait tout son junior à Vancouver, donc c'est sûr que ça va être très intéressant pour eux, surtout avec toutes les pièces qu'ils ont reçues dans l'échange de Quinn Hughes. Puis aussi, je sais qu'ils sont en train de faciliter. En tout cas, Evander Kane va faciliter pour un trade aussi. Qui va vouloir Evander Kane, ça c'est une autre question. Mais en tout cas. Sinon, aussi, Brian Ross qui est suspendu 3 matchs. Pourquoi la tête c'était sur Brock Besser, si je ne me trompe pas? En tout cas, je pense que oui, mais je suis pas certain. Mais ouais, c'est ça, dans un match, donc en tout cas, une suspension, les Penguins qui vont perdre ses services pour quelques matchs. Et également, on a parlé tantôt des Islanders qui essayaient des trucs. De l'autre côté, les Rangers, ça va pas bien, puis les Devils aussi. Là. En gros, il y a juste les Islanders qui vont correct à New York. Puis là, tu y penses, c'est l'équipe que tu pensais que ça allait être le moins. Ouais. C'est vraiment étrange.
Artemi Panarin qui a été retiré de l'alignement alors qu'il n'est pas blessé. Donc, on a entendu en gros qu'il ne voudrait pas le re-signer, parce qu'on sait qu'il est quand même à 34 ans, Artemi Panarin, il est plus jeune encore. Lui, il serait intéressé à être échangé à une équipe qui a une extension au bout du compte en tant que tel. Donc, il y a un certain nombre d'équipes qui ont commencé à sortir, notamment les Sharks qui se mettent dans le derby Panarin. Les Sharks, ça peut toujours apporter un truc si, actually, ils font vraiment les séries ou sont vraiment dans la lutte jusqu'au bout. Ça peut toujours être un plus au niveau Ouais, de mais l'attaque. imagine Panarin jouer avec Celebrini, ça peut vraiment être Ouais, ça très fait quelque chose. intéressant. Et là, ça se peut qu'on. Là, on tourne notre podcast le mercredi soir. Le mardi soir, je veux dire. Puis On il va y a un soir. gel des transactions demain, mercredi, vers 15h, si je me trompe pas, ou vers midi. Donc, ça se peut qu'on ait la réponse rapidement, parce que c'est pour ça qu'il avait mis El Scratch, pour pas qu'il se blesse, pour pouvoir l'échanger. Donc, ça se peut qu'il y ait quelques moves. Comme on se souvient, juste avant Noël, il y avait eu un gel des transactions là aussi. Puis quelques heures avant, Dano, c'est là qu'il s'était envoyé aux Canadiens. Donc, ça se peut qu'on voit quelques transactions se faire d'ici là. Donc, ça se peut que ce soit chargé comme journée demain. Sinon, ça va attendre après les Jeux Olympiques. Parce qu'il y a vraiment Ouais. un gel, on n'a pas le droit de faire de transactions de tous ces temps-là. Le monde peut aller en vacances, ceux qui ne jouent pas aux Olympiques, puis bien prendre les vacances, là, pas avoir peur d'être échangé. Là. Mais au moins, pour les Rangers, Panarin, c'est sûr qu'il ne se blessera pas au JO parce que ben, la Russie n'est pas là. Donc, c'est sûr. C'est un point positif de ce côté-là. Sinon, on va parler d'un match extérieur parce que c'était la série des stades. On se souvient du fameux quiz que j'ai fait la semaine dernière. Théo, ça avait très bien été. Tu veux pas en parler, Ben, là. j'avais eu un bon, si je me trompe pas, 9 sur 10 quelque chose comme ça. Là. Ouais, 9, mais moins 6. Non? Ben, là, je pense que j'ai eu Ouais. 3 dont 2 que tu m'as donné, là, mais Non, total. détail. Donc, en gros, hier, ou avant-hier, je me souviens plus exactement. Je crois que c'est. Bon, en tout cas, il y a quelques jours, c'était le match de C'était la série. dimanche, si je me Non, c'était trompe pas. dimanche soir, c'était le 1er février. Dimanche soir, c'était le match de la série des stades, donc un match à l'extérieur entre les Incroyable comme Lightning match. et Tampa Bay et les Bruins de Boston. Tampa Bay qui score rapidement en 12 secondes, je crois, c'est le but le plus rapide dans un match à l'extérieur. Les Bruins qui marquent 5 buts consécutifs, mais qui se font remonter, qui perdent en tir de barrage après, donc un match absolument incroyable qui a été highlight aussi par un combat entre deux gardiens, entre Andrei Vasilevski et Jeremy Swayman. On en On avait. sait, la dernière fois, ça faisait comme 5 ans qu'il n'y en avait pas eu. Là, il y en a eu 2 en 2 semaines. Ouais. Donc, en gros, ah non, ça Puis commence ça à a être quelque chose. été un des matchs avec le plus de. Je pense que c'est le. Ils ont égalé le record pour le plus de buts dans un match de 11 avec 11. Et aussi, c'était comme un des top 5 matchs avec le plus de minutes de pénalité dans un match extérieur. Donc, vraiment, pour les matchs extérieurs, c'est un des all-time classiques. Donc, on chialait sur le fait qu'un match en Floride, c'est pas fameux. Mais finalement, à Tampa Bay, ça a super bien fonctionné. Puis ça a été un Mais grand ça a succès. tombé que. Mais Puis, ça a tombé qu'il y a ouais. température plus froide Ah, aussi. ok, Là. ça peut avoir Dans ce aidé aussi. coin-là, Là. je vais en parler un peu après avec la NASCAR, mais vous allez voir, mais en tant que tel. Puis Mais oui, aussi, c'est sûr que c'est un bon il match. y a les coachs puis tout qui se sont prêtés au jeu. Les joueurs sont arrivés Ouais, tout avec un habit des Buccaneers, les joueurs de Tampa Bay. Il y a le ouais. coach qui était avec un veston full classique, tout ça. Donc c'était vraiment le fun à voir que tout le monde se sont prêtés. Puis j'ai écouté une partie du match, puis c'était vraiment très très bon entre les deux équipes. Là. Puis aussi, c'est devenu le match le plus regardé de l'histoire sur le câble aux États-Unis. Oh. Donc, ça, c'est pas pire. Au contraire, alors que la classique finale n'a même pas fait 1 million d'auditeurs. Donc, il y a toujours ça. Positif. Sinon, toutefois, aux côtés de Nashville, on sait que l'année passée, c'était l'année qui était supposée. C'était des gros mouvements. Tu allais chercher Ouais. Marchessault, tu allais chercher Stamkos. Ça n'a pas très bien marché. Cette année, Brady c'est Shea coup aussi. ça. Brady Shea. Puis là, Barry Trotz qui a annoncé sa démission. Donc, lui qui était GM depuis 2 ans C'est vraiment seulement. étrange. Ouais, je Genre, il sais. annonce Barry ça Trotz. un mois avant la date limite des transactions. Mais là, finalement, Ouais. il dit qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. C'est vraiment bizarre. Là. Il est comme François Legault. En gros, je pense qu'il reste en temps qu'il trouve un remplaçant. Ah ouais, mais Mais cette comparaison est bizarre. c'est Mais, juste bizarre parce que là, le monde va dire, ben là, il fera pas de trade parce que c'est plus son équipe. Est-ce que là, il va ouais, garder tous les joueurs, là? Est-ce que quelqu'un va pas être en poste, mais c'est lui qui va faire les échanges en attendant? Je sais pas, c'est comme bizarre. ouais, comme Jeff Gorton avait été en attendant que les Canadiens embauchent Kent Hughes. Ouais, c'est C'est quand vraiment ils avaient étrange, là. congédié Bergevin. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, en tout cas. Genre, moi, Mais j'aurais c'est attendu à vrai la fin de l'année, là, ou c'est peut-être parce que ils veulent commencer à faire leurs recherches tout de suite. Je sais pas, le timing est bizarre. C'est lui qui donne sa démission, mais en même temps, est-ce qu'il aurait resté jusqu'à la fin de la saison? À voir comment son équipe va? bah, c'était moins pire un bout, mais ouais, pas Ouais, sûr moins que. pire. On pensait qu'elle allait être top 3 de leur division, son top 3 vers le bas.
Ça, c'était l'année passée. Cette année, actuellement, on n'avait plus d'espoir avec eux. Puis Ouais, ils on sont avait plus actually d'espoir. moins pires. Là. Mais ouais, en tout cas, donc ça, c'est quand même assez bizarre. Maintenant, on va passer du côté des Jeux Olympiques. On a quelques nouvelles du nouveau hockey, notamment blessure. La Suède qui vont perdre les services de Leo Carlsson et Jonas Brodin et qui les ont remplacés par Marcus Johansson et Hampus Lindholm. Notamment Leo Carlsson, je pense que c'est une perte qui va faire Ouais. mal. Là. Tu ne remplaces pas ça par Marcus Johansson, avec tout le respect que j'ai Et pour lui. c'est. Ouais, C'est pas c'est le rough. même C'est niveau de rough. joueur, disons. Là. Non, pas tant. Pas tant, ça fait mal. Canada, on sait que les Canadiens ont perdu les services d'Anthony Cirelli. Ça tombe bien que c'était pas ta sélection préférée de Team Canada Non. pour les JO. Qui va être Mais, remplacé par Sam Bennett, mais qui c'est a fait vraiment l'autre quatre nations. étrange parce que ça fait plusieurs semaines qu'on sait que Braden Point est blessé. On sait pas s'il va jouer, mais il n'y a pas de remplaçant. Puis Cirelli a tout de suite un remplaçant. Donc ça veut-tu dire que Point, finalement, il va jouer? Mais là, Ben, il se posait. s'il joue pas à 100%, parce qu'il est pas revenu au jeu encore, donc. Ben, il doit se préserver au pire. Puis aussi, ils l'ont remplacé par Sam Bennett. Qu'au dernier match, il a joué 5 minutes parce qu'il a quitté le match, puis il a pas fini le match à cause qu'il était blessé. Ah ouais? Mais ça a l'air que c'est Ah. mineur comme blessure, mais il a pas terminé le match, puis il est tout de suite appelé. Imagine, il faut remplacer encore. Donc, moi, j'ai été surpris, surtout Bennett. Là, tu vas me dire, tu remplaces Cirelli, qui est un joueur qui d'énergie dans les deux sens, tu prends un autre joueur de ce style. Mais des gars comme Wyatt Johnson, Connor Bedard, puis Mark Sheffley méritaient 100 fois plus. Là. Connor Bedard, avant sa blessure, là, vous vous souvenez, il avait 44 points. Ben, Bennett a toujours pas 44 points. Donc, Ouais. moi, je comprends pas ce que Bedard aurait pu faire de plus pour mériter sa place. Là, tu vas me dire, ben, c'est parce qu'il est trop jeune. Est-ce que je cherche, c'est le Bunny C'est plus lui. jeune? Là? Ouais. C'est vraiment le plus jeune joueur du tournoi masculin au niveau hockey. Puis, Là. C'est si le tu plus me jeune. dis, si Rally, c'est un joueur dans les deux sens, c'est pour ça que tu prends un deux sens, ben, il y a un Horvat qui était probablement un extra, qui est un two-way, qui pourrait prendre le style à Cirelli, puis t'amènes un Bedard. Mais bon, ça reste que le Canada va être favori avec les États-Unis pour remporter ce tournoi-là. Mais moi, j'aurais pris quelqu'un d'autre que Sam Bennett. Mais au pire, ça peut donner un rôle plus grand à Nick Suzuki aussi. Hein. Ça, Ouais, ça peut aussi. toujours être quelque chose. Donc, ça va être à surveiller. Mais au moins, il y a un positif. Moi, il faut voir le positif. On va voir le verre à moitié plein. Là, il est vide, mais en tout cas, on va le voir à moitié plein. Écoute, Sam Bennett est connu pour un jeu assez physique, on est d'accord aussi. Ouais. Notamment en playoff, ce qui blesse des gardiens. Le Sa Canada a aussi spécialité. Tom Wilson, qui joue Ouais. physique. Puis, les États-Unis, eux, ils ont deux joueurs qu'on aime beaucoup. Ils ont vraiment pas des faces à claques, c'est le fun. L- Puis ils jouent physique, qui s'appellent les frères Ouais, Ketchup. Je sais c'est-tu pas des si tu frères? Ouais, connais. c'est ça, les frères? Ouais, les deux Ouais, frères, c'est ouais. ça. Donc, moi, en gros, j'ai pensé, t'en mets un pour Brady puis un pour Matthew. Non, Tu mais règles ça comme ça. Mais si sinon, tu mets Sam pour Brady, Non, mais parce que là, si Sam, il Brady et fait ça Matthew, Matthew. si Brady et Matthew jouent sur le même trio, t'envoies un trio de Marchand, Bennett, Wilson. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Donc, tu mets Wilson spécifique pour Matthew, puis tu mets voyons, puis Bennett, Bennett pour Brady, parce que, tu sais, Brady, ben, excusez, mais Matthew. je pense pas que Marchand, ils vont vouloir, puis Bennett vont vouloir fesser sur Matthew, là. Ils sont comme dans la même équipe. Ouais, déjà qui est à moitié brisé encore, là. Bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. C'est comme la mise en échec de Vincent Desharnais, là. Comme disait Steve Non, Dangle, ouais. je sais pas pourquoi la vidéo dure 8 heures, mais. Parce que c'était le fun à regarder. Mais ouais, c'est ça. Donc écoute, ça peut toujours être un pour fesser sur l'un puis l'autre, puis watcher les deux frères Kachuk. Sinon, également une autre blessure, les Finlandais qui perdent, qui n'auront pas les services de leur gardien Ukko-Pekka Luukkonen et qui sera remplacé par Jonas Korpisalo. Espérons Déjà que les qu'il joue pas, là. Finlandais, c'était pas les meilleurs sur papier, ils se sont encore rabaissés, je pense, ce niveau-là. Espérons qu'il soit pas besoin de jouer, là. Qu'il fasse le Ouais. Montembeau du 4 Ouais, le Nations. Puis Montembeau du Catas, exactement. Ouais, non, c'est rough, là. C'est rough, là. En tout cas. Puis sinon, ben, dernière nouvelle au niveau des JO, l'Arena semble être prête. Oui, encore 2-3 trucs à modifier, mais pour elle, ça a l'air correct. Le tournoi féminin qui commence d'ailleurs dans 2 jours au moment qu'on enregistre, le 5 février. Puis le tournoi masculin commence le 11. Mais ils ont Donc écoute, tellement joué avec le feu, là, je comprends pas. ouais. Genre, je la comprends vraiment pas, là. Non, c'est bizarre, c'est bizarre. Puis encore là, je parle pas de l'autre Arena, lui aussi est assez spécial. Mais Euh, au moins, on peut être content. Il va voir les jeux avec les joueurs de ouais. la Ligue nationale. Moi, c'est ça. L'aréna est prête, puis on va pouvoir espérer avoir plein de médailles du côté du Canada. Ouais, effectivement. Ça me manquait un peu, les joueurs de la LNH, personnellement, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour les joueurs canadiens qui étaient là dans les deux JO, je trouve qu'il y a un trio
Genre Chris Kelly, Maxime Lapierre, puis Stéphane Moreau, ça vend moins du rêve que du genre Celebrini, McKinnon, Crosby, personnellement. Avec tout le J'avoue. respect que j'ai pour eux, là. Puis tu sais, la dernière fois, Jordan Will sur Powerplay avec Eric Stahl, Eddie Pasquale dans les buts, donc c'est Matt Tompkins. Donc ouais, c'est ça. Content que les joueurs de la LNH soient de retour pour les JO. C'était pas mal tout au niveau du hockey. On va maintenant passer au niveau du tennis. Puis justement, comme je l'ai dit en début d'émission, on a invité quelqu'un pour en parler. Vous le connaissez très bien, c'est Jérémy Corriveau. Dimanche dernier, le tournoi de l'Open d'Australie, premier grand chelem de la saison au tennis, c'est terminé. Donc, on a réinvité Jérémy Corriveau, notre expert tennis, pour en parler. Et la dernière fois qu'on s'était laissé, il restait pas beaucoup de Canadiens en liste, mais il restait Mboko. Puis là, elle a perdu au quatrième tour contre Sabalenka. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce match-là? Oui, ben, premièrement, très beau parcours d'Mboko, faut le dire, qui a quand même battu Clara Towson, qui était 14e favorite du tournoi juste avant. Donc, très belle victoire en 3 manches. Après ça, contre Sabalenka, évidemment, on s'attendait à un match assez difficile. Ça a mal commencé pour elle, un premier set assez expéditif du côté de Sabalenka. Deuxième set, elle tirait de l'arrière quand même assez facilement dans le deuxième set, assez rapidement. Mais elle a su démontrer une belle persévérance, une belle détermination. Elle est remontée dans ce set. Elle a sauvé des balles de match à 5-4 lorsque Sabalenka servait pour le match pour finalement briser et amener le set en bris d'égalité. Et là, Sabalenka a beaucoup trop bien joué pour Mboko dans ce bris d'égalité. C'est un bris d'égalité absolument parfait pour elle. Donc, elle est allée chercher la victoire en 2 manches, mais franchement, beau brio d'Mboko de s'être battue comme elle l'a fait contre la première mondiale. Puis j'ai même vu aussi qu'après le match, en entrevue, Sabalenka a dit qu'il y a une chance que ça se finissait là. Parce que pour vrai, ça allait être compliqué pour le reste. Elle a dit que Victoria Ouais. jouait très très bien. Sinon, justement, parlant de Sabalenka, on pensait qu'elle allait remporter le tournoi, mais elle a finalement perdu en finale contre Rybakina. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette finale, justement? Ben, écoute, Rybakina a eu une très belle fin de saison 2024. Ça a commencé, j'irais, depuis la saison de dur là, avant le US Open, qu'elle a connu des belles performances en tournoi. Donc, franchement, c'est un grand chelem mérité pour elle. C'est seulement son deuxième depuis, c'est sa première victoire en grand chelem depuis Wimbledon 2022. Donc, quand même, ça fait 3 ans et demi. Et c'était une reprise de la fameuse finale de l'Open d'Australie en 2023, qui avait d'ailleurs été extrêmement serrée. Et c'était Sabalenka qui l'avait remporté. C'était d'ailleurs son premier grand chelem en carrière, Sabalenka. Mais là, Rybakina, on la voyait affamée. Elle voulait prendre sa revanche contre Sabalenka. Elle est allée chercher une belle victoire en 3 manches et elle aussi elle perdait 3-0 dans ce troisième set et a réussi à l'emporter 6-4. Donc franchement, belle victoire de la part de Rybakina. Et il faut quand même mentionner, c'est une autre finale perdue pour Sabalenka. Elle est quand même à 4 finales perdues sur 8 au total. Donc seulement 4 grands chelems sur 8 finales. Ça fait un peu mal pour la première mondiale. Donc en tout cas, si elle veut garder une bonne confiance, je pense que va falloir qu'elle aille chercher des meilleurs résultats en finale. Est-ce qu'on peut dire qu'elle choke? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi elle a autant de la misère en finale? Ben, évidemment, je pense que c'est une fille, elle déborde d'énergie, c'est sûr qu'à un certain moment, ça va finir par craquer, surtout dans les gros moments sous pression. Donc, je pense que ça vient de là en partie et c'est d'un autre parti aussi où est-ce que ses adversaires se mettent à très bien jouer, puis c'est des adversaires qui ont des carrières pas nécessairement aussi fantastiques qu'elle ou en tout cas qui ne sont pas encore rendus au plein potentiel que Sabalenka est rendu en ce moment. Donc c'est pour ça que eux arrivent en finale de Grand Chelem et veulent absolument gagner leur tournoi parce que c'est peut-être une de leurs seules opportunités ou une de leurs rares opportunités. Donc je crois que oui, ça vient de là. Mais va falloir que Sabalenka s'améliore sous pression, ça c'est certain. Et sinon, pour terminer du côté des femmes, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a porté attention, que tu as vu, que tu voudrais nous parler durant le tournoi du côté féminin? Euh,
Franchement, on a eu des très beaux matchs du côté des femmes. C'est sûr, il y a eu des parcours plus décevants chez nos Canadiennes. Leila, ça s'est fini un peu tôt, malheureusement. Mais on a eu des très beaux matchs, franchement. Donc, et ça a été une excellente finale encore une fois. Donc, très hâte de voir ce que nous réserve la prochaine saison. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on commence à avoir une constance qui s'établit du côté féminin. Donc, on sait que dans les dernières années, on a eu différentes gagnantes, beaucoup de différentes gagnantes. On n'avait pas nécessairement deux, trois filles qui étaient constantes, qu'on voyait toujours loin dans les grands tournois. Mais là, on commence à voir ça du côté de Sabalenka. Je pense qu'on va commencer à voir beaucoup plus ça du côté de Rybakina. Swiatek, ça s'est terminé en quart de finale contre Rybakina, qui a très bien joué. Mais elle aussi va continuer à se rendre loin dans les grands chelems, ça c'est certain. Là. Sinon, du côté masculin, on va pas parler de nos Canadiens parce que ça a été vraiment encore pire que les filles. Sinon, on pensait Oui. encore qu'on allait avoir une finale Sinner-Alcaraz. Mais finalement, en demi-finale, c'est pas comme ça que c'est terminé. Donc, est-ce que tu peux nous parler des deux demi-finales incroyables qu'on a eues et aussi de la finale qui s'est jouée entre Alcaraz et Djokovic? Honnêtement, je pense qu'on a tous été grandement impressionnés de les deux demi-finales qu'on a eues. Euh, Honnêtement, je pense qu'on était plusieurs à croire que les deux demi-finales allaient jouer en 3-7, pas nécessairement si difficilement. On pensait que Zverev, évidemment, contre les plus grands joueurs comme Sinner et Alcaraz, c'est plus difficile. Donc, on pensait que ça allait être un peu plus à sens unique du côté d'Alcaraz. Finalement, c'est devenu un match serré. Alcaraz qui menait 2-7-0, qui a commencé à avoir des crampes au troisième set. Zverev a eu sa chance de revenir. Il a recollé à 2-7-2. Et là, le cinquième set était quand même chaudement disputé. Et c'est Alcaraz qui a réussi à arracher la victoire à Zverev. Mais franchement, la plus longue demi-finale d'ailleurs aux internationaux d'Australie. Donc franchement, on a été gâtés pour cette demi-finale. On ne pouvait pas être déçus. Et du côté de Sinner et Djokovic, franchement, il faut se rendre compte à quel point c'est qu'on l'aime ou pas, Djokovic, il faut se rendre compte à quel point c'est exceptionnel le niveau qu'il nous a offert à 38 ans et d'ailleurs qu'il va tourner 39 dans les prochains mois. Donc c'était extrêmement impressionnant de la façon comme il a joué contre Yannick Sinner. On s'attendait pas à grand-chose, surtout que dans les dernières finales où ils avaient joué contre l'an dernier, c'était en 3-7 de la part de Sinner. C'était pas nécessairement si difficile que ça non plus. C'était des sets serrés, mais on voyait que Sinner était assez supérieur par rapport à Djokovic, mais là, c'était complètement autre chose. Djokovic est arrivé sur le terrain comme un lion. Il voulait absolument remporter ce match-là. On voyait là, vraiment une volonté d'aller chercher un 25e titre du Grand Chelem. Franchement, j'ai été absolument impressionné par cette demi-finale. Euh, Ça a été un spectacle vraiment grandiose à voir. Euh, c'est dommage du côté de Sinner parce qu'il a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de balles de brise, surtout quand je pense au cinquième set où est-ce que il avait des balles de bris pour reprendre le bris qu'il avait perdu euh, sur son service au début du cinquième set. Mais il n'a pas réussi à saisir toutes ses chances et Djokovic de son côté a été extrêmement bon sous pression. Donc franchement, euh, excellente demi-finale celle-là aussi, en 5 manches. Et la finale, au début, je pense qu'on croyait tous que, oh, est-ce que Djokovic va aller chercher un 25e Grand Chelem et peut-être même facilement, parce que le premier set, on va se le dire, les gars, était assez expéditif, là, assez Il est à sens sorti unique. très fort, là. Il est sorti vraiment fort, là. Oui, oui. Donc, moi, quand j'ai vu ce premier set-là, je me disais, mon Dieu, c'est-tu déjà fini, puis on a notre nouveau champion. Mais Alcaraz a su revenir en force. Honnêtement, les 3 manches suivantes, il a été absolument un mur. On peut rien enlever à Djokovic. C'était vraiment Alcaraz qui était à un niveau absolument exceptionnel. Et il a remporté ce match en 4 manches. Et là, ça complète pour lui euh,
le fait qu'il a remporté tous les titres du Grand Chelem. Donc, son premier Open d'Australie, on sait qu'il a remporté Roland-Garros 2 fois, Wimbledon 2 fois et le US Open 2 fois. Donc, il est déjà à 7 Grands Chelems à seulement 22 ans. Et là, les 4, franchement, c'est une grosse carrière qu'aura l'Espagnol, en tout cas. Et sinon, je vais aussi revenir durant la demi-finale Alcaraz-Zverev. Il y a eu comme un peu une controverse. Il y a comme eu le droit à un médecin, mais techniquement, quand t'as juste des crampes, t'as pas le droit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, là? Ben, en fait, du point de vue d'Alcaraz, lui, il croyait que c'était vraiment une blessure. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Après, est-ce que c'est vraiment ça? On ne le saura jamais, probablement. Mais effectivement, il a demandé des soins, on lui a donné, alors que c'est le service d'Alexander Zverev. Donc, normalement, tu peux prendre des soins, ce qu'on appelle un medical timeout, un temps de soins médical lors d'un changement de côté, mais tu peux pas quand c'est ton adversaire qui a le service. Donc, c'était normalement interdit à ce moment-là, mais on a quand même laissé l'autorisation à Alcaraz puisque on croyait que c'était une blessure et non pas des crampes. Si c'était des crampes, normalement, il n'aurait pas eu le droit à des traitements comme ça. Donc, on lui a laissé. C'est sûr que ça a causé beaucoup de controverses parce qu'on a vu un certain favoritisme de son côté. On sait que euh, il y a beaucoup, on le voit beaucoup de sorte à ce que on favorise Sinner et Alcaraz pour les voir en finale. Et honnêtement, la façon que je commence à le voir un peu comme ça aussi. Des fois, on dirait qu'on veut quand même privilégier ces deux-là, peut-être un petit peu plus que les autres, pour, on sait que les amener en finale, c'est là que les partisans seront le plus contents et auront le meilleur spectacle. Donc j'imagine que ça fait un peu partie de ce qu'il y a, mais euh, voilà, il faut prendre les choses à son contexte, chacun a son point de vue aussi. Donc, mais ça a évidemment fait beaucoup jaser, là. Puis aussi, un autre truc, c'est pour parler de Zverev qui, encore une fois, se rend loin, mais réussit pas à se rendre plus loin. Et surtout, il menait après 4 non, après 4 manches, c'était égal, mais il menait un moment donné, il était en avance sur Alcaraz. Et il a Oui, perdu la deuxième manche, mais il menait 5-2. Donc, est-ce que tu oui. penses que choqué cette manche-là, qui, au final, il a coûté le match, puis est-ce que s'il avait gagné contre Alcaraz, il aurait pu remporter son premier Grand Chelem? Oui, puis c'est même pas seulement au deuxième set qu'il n'a pas saisi ses opportunités, c'est même au cinquième set parce qu'il servait pour le match à 5-4. Donc encore une fois, il réussit pas à terminer le match au moment où on lui donne la chance. Donc Zverev nous prouve encore que c'est pas un gars qui performe très bien dans les gros moments. Et honnêtement, moi, c'est pour ça que ça fait quand même un bout que je commence à penser ça, mais je ne crois toujours pas que Zverev va aller décrocher un titre du Grand Chelem. En tout cas, tant que Sinner et Alcaraz sont dans son chemin, et même rendu là, je pense qu'il peut quand même des fois trouver un moyen de perdre. Donc, euh, c'est sûr, c'est décevant pour Zverev. Même là, avec les crampes d'Alcaraz, je croyais même qu'il allait réussir à soit avoir un forfait du côté d'Alcaraz ou que à cause de l'épuisement de l'Espagnol, il allait finir par accéder à la finale. Mais d'une manière ou d'une autre, je pensais pas qu'il allait gagner l'Open d'Australie. Et voilà, moi je pense que ça continue de prouver que Zverev terminera sa carrière. Ce sera une très belle carrière en passant. Il a gagné les finales de l'ATP, il a gagné des Masters 1000. Ça continuera, c'est certain. Mais les grands chelems, je pense qu'on restera à zéro pour lui. Et sinon, pour le reste de la saison de tennis, à quoi on peut s'attendre? Euh, Ben là déjà, une bonne nouvelle. Cette semaine, on recommence les activités un peu plus tranquilles du côté des 250. Il y a le 250 à Montpellier cette semaine. Et d'ailleurs, Félix retourne au jeu. Donc, ça va être bon de le revoir sur le terrain et espérons que cette fois, il reste en santé. Même là, c'est le 6 champion en titre de Montpellier, donc peut potentiellement défendre son titre. Euh, et très hâte de voir le reste de la saison, mais je pense que euh, de la façon qu'on a vu Alcaraz performer en Australie, je pense que ça va être une saison assez dominante pour lui. Euh,
honnêtement, peu importe la surface, que ce soit sur dur, sur terre battue ou sur gazon, il est en train de nous montrer que c'est vraiment rendu un joueur complet. On sait qu'il a amélioré son service durant la saison morte. Donc, oui, moi je vois évidemment que Sinner va être proche de lui encore cette année. Ça va jouer entre ces deux-là comme d'habitude. Mais je pense qu'Alcaraz va vraiment être à un niveau supérieur cette année et va aller chercher beaucoup de gros titres. Je le vois même potentiellement gagner le Sunshine Double, donc Indian Wells et Miami, les deux premiers Masters 1000 de l'année au mois de mars. Mais on verra, ça va être une lutte très intéressante, surtout entre Sinner et Alcaraz. Parfait. Merci beaucoup d'être venu nous parler du Grand Chelem d'Australie. Puis au plaisir de te revoir au prochain grand tournoi. Ben, merci à vous, les gars. À la prochaine. Donc, on remercie encore Jay pour sa présence dans notre émission. Maintenant, on va passer au niveau de la F1, parce qu'il y a eu le shakedown du côté du circuit de Barcelone-Catalogne en Espagne. Donc, en gros, c'est une espèce de pré-test de saison, en gros, où ce que les équipes faisaient juste sortir leur voiture, faire des tests, faire du kilométrage, checker des systèmes, checker des techniques, des réglages, puis tout ça. Des tests qui ont été marqués par la grande absence de Williams, qui a été absente pour les 5 jours. En gros, ça se durait toute la semaine, puis les équipes avaient 3 jours maximum pour rouler. Puis Williams était là pour aucun des 5 jours. Ça, on avait déjà parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Il y a Aston Martin aussi qui a eu énormément de difficultés. Ils ont seulement fait les 2 dernières journées. Même encore là, la première journée, Stroll est sorti après 5 tours, il y a eu un problème mécanique. Donc ça commence très bien l'air Adrian Newey du côté d'Aston Martin. Toutefois, il y a du positif. George Russell les a encensés. Donc on dit, ils ont l'air stylés. Ou peut-être qu'ils voulaient juste encore glazer le moteur. Non, c'est rien, ils n'ont même plus le moteur Mercedes. J'ai rien dit. Mais en tout cas, mais moi, peut-être qu'ils encensaient sur le fait que, Aston Martin, ça a l'air intéressant, tout ça. Je dis vraiment pas ça parce que je sais que Max s'en vient à ma place l'année prochaine. Trop facile, donc en tout cas. Mais Aston Martin, il peut avoir de l'espoir, mais selon les experts, puis encore là, les experts, des rumeurs, on entend toutes les sauces à chaque jour. Les favoris pour cette saison, ça va jouer entre, et attention, vous allez être très surpris, McLaren, Mercedes, Ferrari et Red Bull. Ça va jouer entre ces 4-là cette année. Je pense les usual suspects. Je pense que t'en as nommé une de trop, là. L'équipe en rouge, là. Ok, là, tu vas pas partir, ça. Non, c'est très positif. Lewis a fini premier, il a fait de la meilleure C'est temps de pas la semaine. supposé être Williams? Ah, trop facile! Pas tant, non. Ben, Attends, on a pas vu la voiture. il y avait pas Aura Farm pendant 4 ans pour 2026? Trop facile. Mais on sait pas, la voiture a pas roulé. C'est sûr que là, ils ont une semaine de retard sur tout le monde. Mais bon, en tout cas, la voiture. Ça fait 4 ans qu'ils se voir. préparent, pis sont en retard. Comment dire que ça pue? Ça pue. Mais en tout cas, ben là, encore là, ils ont dit Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, mais c'est encore trop tôt pour dire vraiment tout ce qui est au niveau des performances. Là. Puis de toute façon, les tests, ça veut vraiment rien dire. Là, autant. Si je suis tifosi, je peux pas me réjouir qu'Hamilton ait fini premier. Là. Je suis comme. Ça veut rien dire. Ça va être la seule fois de l'année. Là. Arrête, t'es méchant. Ben moi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Mon pilote est champion du monde. Ah. C'est vrai. Justement, McLaren, on n'a pas vu encore leur livret, va être dévoilé le 9 février. Donc, le lendemain du Super Bowl, en même temps que celle d'Aston Martin. Puis, Cadillac va dévoiler le 8. Puis aujourd'hui, on a vu Williams, qui est actually très stylé. Puis, on a compris ta danse. Mais la livrée Williams, tu l'as vu, toi, t'en penses quoi? Parce que pour elle, elle est vraiment stylée. Là, j'aime beaucoup. C'est pas ma préférée, mais je l'aime bien. C'est sûr que c'est en haut du 8. Là. C'est une très bonne livrée. Là. Pour elle, là, sincèrement, cette année, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une grille aussi colorée. Puis ça fait du bien. Pour elle, les livrées carbone, je pense qu'on était plusieurs à être écœurés. Là. Donc, vraiment très, très content de voir beaucoup de couleurs. Ça va continuer dans quelques semaines. Comme je l'ai dit, dimanche, on va avoir le dévoilement des livrées Cadillac, de la livrée Cadillac. Le lundi, ça va être les livrées de Aston Martin et de McLaren. Puis justement, dans la semaine du 9 au 14... du 8 au 14 février, on va voir la première série des 3 tests à Bahreïn. Puis la semaine d'après, ça va être encore 3 autres jours de tests sur le circuit de Bahreïn aussi. Donc du 11 au 13 et du 18 au 20 février. Puis également, entre ça, il y a la fête à Liam Lawson le 11 février aussi. Bon, bonne fête Liam en avance. George Russell, sa fête c'est le 15, si vous voulez savoir. Et le 7, donc samedi, c'est la fête à Pierre Gasly. Donc on apprend des choses aujourd'hui. C'est pas du tout j'ai un calendrier en face qui me dit tout ça. Mais en tant que tel, ça va être à surveiller dans les prochaines semaines au niveau de la F1. Sport automobile aussi, IndyCar.
là, je vais faire une comparaison. En 1936, un peintre autrichien qui dirigeait un pays avait organisé des événements dans son pays, justement des événements sportifs pour un peu blanchir son image. Eh bien, cette année, un dude à la présidence d'un pays qui est au sud du Canada, j'ai pas nommé lequel, mais qui a une face assez orange, qui est dans des dossiers, qui est mentionné plus de fois que Jésus est mentionné dans la Bible, oui, ou Harry Potter dans tous les livres. Lui a décidé de signer un décret, comme il fait à chaque jour, il en signe 22 millions, puis ils veulent rien dire, pour avoir un Grand Prix d'IndyCar autour de la Maison-Blanche, puis dans les rues de Washington. Hâte de voir ce que ça peut donner. C'est sûr que ça peut donner un beau paysage, mais malheureusement, moi j'ai l'impression que ça va être du beau sports washing comme on connaît, qui va élaborer la gloire de ses pensées. Le course qui va s'appeler le Freedom 250 d'ailleurs. Ouais. Il n'y a rien de mieux que du bon Freedom de Maga. C'est toujours le meilleur des Freedom. Puis pourquoi 250? Parce que cette année, c'est le 250e anniversaire des États-Unis, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que sur les uniformes du Super Bowl, là, peut-être que je me trompe niveau stats, là, j'ai jamais été très bon en mathématiques, mais c'est parce qu'il y a le même patch sur les uniformes du Super Bowl, qui c'est vraiment laid. Tout le monde dit que c'est vraiment laid, ce patch-là, il faut l'enlever. Et donc, ça doit faire 250, parce que c'est pas loin dans ce temps-là. 1776, ouais, les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Donc, en gros, ça s'appelle comme ça, puis c'est pour ça que sur les uniformes du Super Bowl, t'as un gros patch dégueulasse avec marqué USA 250. En tout cas, plein de gens ont dit que c'était laid, mais ça va être là. Donc, ça va être plus tard dans l'année. C'est sûr que là, ils ont signé ça va être cette année. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça va être assez bizarre à suivre. Au niveau de la NASCAR, il y avait une course de préparation, parce que la NASCAR commence toujours en février avec le Daytona 500. Mais il y a une espèce de course clash qui a lieu en Caroline du Nord, si je ne me trompe pas. Et tantôt, on parlait de la série des stades de Tampa Bay, qu'il y avait des températures un petit peu plus froides que d'habitude. Là, c'est pareil en Caroline du Nord, parce qu'il y a littéralement eu une tempête de neige. Oui, en Caroline du Nord. Donc, ils ont dû reporter la course à, je crois que c'est demain, en tant que tel, au moment qu'on enregistre. Donc, le mercredi 4 février, alors que c'était supposé être dimanche. Mais c'est ça, il y avait comme une tempête de neige, il fallait qu'ils enlèvent la neige de la piste. Déjà que la NASCAR ne roule pas sous la pluie, il ne faut pas leur demander de rouler avec des pneus à clous. Donc, en tout cas, c'est quand même assez insolite, mais ça a été surveillé sur une petite course rapide en tant que telle avant le début de la saison officielle au niveau de la NASCAR. On rappelle qu'à la NASCAR, cette année aussi, ils ont décidé de changer le format des playoffs, pour venir à un truc plus fair que il y a 4 gars, puis s'ils gagnent une course, même si t'étais 15e au classement, tu peux quand même être champion. Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, on peut passer rapidement au dernier bout de l'émission. Ça va être le bout de la NBA. On va revenir un peu rapidement sur les matchs puis sur le classement. Tout d'abord, les Raptors ont perdu une place depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Ils sont redescendus au 4e rang de l'association de l'Est, qui reste quand même très, très bon. Avec une fiche de 30 victoires, 21 défaites. Ont gagné leur dernier match d'ailleurs. Donc, littéralement, ils sont juste derrière les Pistons, les Knicks et les Celtics. Donc, ça reste quand même une excellente fiche. Et ils sont devant les Cavaliers aussi, même s'ils ont la même fiche. Puis les 76ers qui ont 2 matchs de jouer de moins aussi. Mais là, les Cavaliers sont allés chercher un gros nom. Ils sont allés chercher James Harden. Donc ça va vraiment les aider. C'est plus le prime qu'il était il y a une couple d'années, genre en 2018, quand il a gagné son MVP, mais vraiment un très gros coup de leur côté. Puis justement, c'est bientôt la date limite des transactions, c'est cette semaine. Donc la semaine prochaine, on va vous faire un résumé de toutes les grosses transactions qu'il y a eu. Ça a l'air que Giannis Antetokounmpo serait supposé se faire échanger. On va voir si c'est vrai, on va voir où. Là, il y a eu des rumeurs qu'ils avaient acheté une maison à Chicago, que là, ils ont passé favoris à l'avoir, mais finalement, ça a l'air que c'était pas vrai. Puis là, ils sont plus favoris, puis là, ça a l'air qu'il y avait Toronto, là, c'est plus Toronto, là, il y a eu Golden State, là, c'est plus Golden State, là, c'est rendu que je sais plus trop où il va aller, est-ce qu'il va vraiment se faire échanger, mais on va tout vous résumer ça. Il y a eu quelques transactions aujourd'hui, donc on va peut-être même vous amener un expert, vu que nous, c'est pas notre force, pour vous résumer toute cette date limite des transactions. Puis aussi, il y avait un autre gros échange à 3 équipes, je pense notamment avec le Jazz de Utah aujourd'hui. Donc, ça, on va en parler la semaine prochaine. Puis au niveau de l'Ouest, c'est les Thunder qui mènent toujours à 40 victoires, 11 défaites. Ont gagné leurs 2 derniers matchs. Donc, ils ont freiné l'hémorragie. Là, la grosse hémorragie du Thunder d'Oklahoma City. Les Spurs qui sont toujours très bien placés avec 33 victoires, 16 défaites. Et les Nuggets avec 33 et 18. Donc, c'est pas mal tout au niveau de l'actualité NBA. Puis c'est pas mal tout pour l'épisode de cette semaine. Donc, on a parlé un petit peu plus rapidement de certains sujets. Pour les Jeux Olympiques, comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, on va faire une vidéo à part pour vous présenter les plus grandes chances de médailles du côté canadien en tant que tel. Puis sinon, la semaine prochaine, on va revenir sur le Super Bowl. On va revenir sur le début des Jeux Olympiques d'hiver aussi. On va revenir aussi justement sur la NBA, on en a parlé.
Puis sur d'autres sujets également au niveau de la F1. Normalement, on devrait avoir toutes les livrées ou pas loin. Donc, on va pouvoir faire notre fameuse tier list Ouais. en tant que tel. Puis après, on va pouvoir parler de toutes les courses d'Antonelli en profondeur. Ça sera très important, comme on avait fait cet été. Mais sinon, en tout cas, on va avoir quand même encore plein de bons sujets la semaine dernière. Puis on va se retrouver dans un prochain épisode.